Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'actualité européenne et internationale de ce lundi 16 décembre. Voici les titres de ce journal. Encore des grèves et des manifestations demain en France contre la réforme des retraites. Le trafic des trains et des transports en commun à Paris sera toujours très perturbé. La déception et surtout la colère des défenseurs de l'environnement après la conférence sur le climat à Madrid qui s'est terminée par un accord à minima. Greenpeace dénonce un fiasco. Interview dans ce journal. Des manifestations depuis plusieurs jours en Inde contre un projet de loi sur la citoyenneté. Le texte est jugé discriminatoire à l'égard des musulmans. Et puis les fans de Star Wars surexcités avant la première mondiale du 9e opus de la saga projetée à Los Angeles. On reviendra sur cette success story devenue un véritable empire financier. Bienvenue à la suite en France de la mobilisation contre la réforme des retraites. 12e jour de grève aujourd'hui dans les transports. Des grèves qui vont se poursuivre demain alors qu'une nouvelle journée de manifestation est prévue. Le gouvernement, lui, maintient sa réforme, mais le porteur du projet, Jean-Paul Delevoye, a lui annoncé sa démission aujourd'hui. Laura Cambo. C'est une journée qui s'annonce noire. Ce mardi, une manifestation contre la réforme des retraites doit s'élancer à Paris. Une mobilisation organisée à l'initiative de plusieurs syndicats et mouvements étudiants. La CFDT, premier syndicat de France, a finalement décidé de rejoindre le cortège. En parallèle, la SNCF et la RATP poursuivent la grève. Les transports en commun seront aussi perturbés dans de nombreuses villes en France. Il sera donc particulièrement difficile de se déplacer sur l'ensemble de la métropole. D'autres secteurs comme l'éducation nationale, la santé, mais aussi la fonction publique doivent se joindre au mouvement. Après les manifestations des 5 et 10 décembre, les opposants à la réforme des retraites espèrent une mobilisation d'ampleur pour faire plier l'Élysée et Matignon. D'autant plus que l'exécutif est fragilisé par la démission de Jean-Paul Delevoye ce lundi. Le haut-commissaire en charge des retraites était dans la tourmente depuis le début du mois. En cause, il avait omis de signaler une dizaine de mandats dans sa déclaration d'intérêt. Autre source d'inquiétude pour le gouvernement, les perturbations dans les transports devraient se poursuivre pendant les fêtes et pourraient donc empêcher les Français de prendre le train pour rentrer chez eux. Avec le compte à rebours qui approche, Matignon invite syndicats et patronat ce mercredi pour tenter de renouer le dialogue. On revient à présent sur la COP25 à Madrid, la conférence sur les changements climatiques qui s'est achevée ce dimanche par un accord à minima, très loin de l'urgence climatique qui est décrite par les différents rapports scientifiques. La présidente chilienne de cette COP, Carolina Schmidt, a exprimé son insatisfaction. Le monde nous regarde et attend des solutions concrètes et plus ambitieuses. Fin de citation. Quasiment aucun des grands pays émetteurs n'a fait d'annonce significative pour rehausser ses ambitions en matière de carbone. Au rythme actuel des émissions de CO2, le mercure pourrait gagner jusqu'à 5 degrés d'ici la fin du siècle. Pour faire le bilan de cette COP25 à Madrid, on retrouve Clément Sénéchal de Greenpeace France. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a un sentiment général de déception après cette COP25. Beaucoup dénoncent un accord sans ambition. Concrètement, pour bien comprendre, sur quoi cette COP a-t-elle échoué ? Alors cette COP est effectivement un fiasco diplomatique. On a l'impression que les négociations n'avancent plus. Et sur plusieurs points clés, les États n'ont pas réussi à se mettre d'accord et ont renvoyé les négociations à plus tard, à l'année 2020. Donc on est engagé aujourd'hui dans une course de lenteur alors qu'il y a urgence à renforcer la lutte contre le changement climatique, et notamment sur la question de l'ambition, c'est-à-dire sur les engagements à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les États n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour se mettre en cohérence avec ce que préconise la science et à prendre des ambitions plus ambitieuses. Alors, il y a comme souvent pour le climat de mauvais élèves. Qui sont-ils précisément ? Les mauvais élèves aujourd'hui, ce sont les pays riches qui sont les plus émetteurs et qui aujourd'hui font défection. On a les États-Unis qui ont confirmé leur volonté de sortir de l'accord de Paris. On a le Japon qui ne veut plus jouer le jeu de l'ambition. On a la Russie qui n'a toujours pas de feuille de route sur le climat. On a l'Australie, le Brésil qui sont dirigés par des climato-sceptiques. Et en face de ça, on a l'Union européenne qui n'arrive toujours pas à se mettre d'accord pour adopter des objectifs ambitieux sur la question climatique. Vous parliez de l'Union européenne. L'Union européenne a tout de même fixé un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050.
Alors la neutralité carbone à 2050, c'est voilà, l'espèce d'écran de fumée derrière lequel tout le monde se cache. C'est une diversion commode pour éviter d'aborder le sujet qui fâche. Le sujet qui fâche, c'est qu'est-ce qu'on fait demain, à très court terme, pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. La France, par exemple, elle ne tient pas ses objectifs actuels de réduction. Les États préfèrent protéger leurs intérêts industriels plutôt que le climat. C'est en somme ce que vous dénoncez chez Greenpeace ? Là, c'est vraiment ce qu'on a pu observer pendant cette COP-là. On a des États développés qui se replient sur leurs propres intérêts, leurs intérêts industriels, économiques, financiers, qui préfèrent défendre le niveau de vie d'une fraction favorisée de leur population, un niveau de vie qui repose sur de l'hyperconsumérisme et qui ne veulent plus jouer en fait le jeu du multilatéralisme et de la solidarité internationale. Merci beaucoup Clément Sénéchal de Greenpeace France. Merci beaucoup. On en vient désormais aux commémorations de la bataille des Ardennes, l'une des batailles majeures de la Seconde Guerre mondiale. Cet hommage aux milliers de soldats tués a réuni notamment les présidents allemands et polonais ou encore le chef du Pentagone. Virginie Cook-Rodriguez. Des gerbes de fleurs pour rendre hommage aux dizaines de milliers de soldats morts il y a 75 ans pendant la bataille des Ardennes. Des commémorations ont été rendues ce lundi en Belgique et au Luxembourg. Les derniers vétérans ont livré des témoignages poignants sur cette bataille de la Seconde Guerre mondiale. Cela s'est passé dans le blizzard. Nous étions postés à la bordure de la ville. Il gelait aussi. Une dame belge avec un châle est sortie. Elle avait 2 tasses de soupe au poulet pour chacun de nous. C'est le meilleur repas que j'ai jamais eu. De nombreuses délégations diplomatiques étaient présentes. Lors d'un discours, le président allemand a dit au nom de son pays assumer la responsabilité de ces effroyables combats. En décembre 1944, la bataille des Ardennes est la dernière offensive des nazis contre les Américains. Après 6 semaines de combats sanglants, les Alliés remportent le conflit. Direction l'Inde à présent, où le gouvernement fait face depuis plusieurs jours à des manifestations. À l'origine de la colère, une loi sur la citoyenneté jugée discriminatoire à l'encontre des musulmans. De violents incidents ont éclaté à New Delhi et à travers tout le pays. Maxime Weiss. C'est un mouvement qui symbolise toute la complexité de la société indienne. Une mosaïque de culture et de religion dont l'équilibre fragile pourrait être remis en cause par le gouvernement Modi. De Delhi à Calcutta ou Bangalore, des dizaines de milliers d'Indiens sont venus dire leur opposition à la loi dite CAB. Le texte voté la semaine passée facilite l'attribution de la nationalité indienne aux réfugiés d'Afghanistan, du Pakistan ou du Bangladesh, à condition qu'ils ne soient pas musulmans. Une condition qui, selon les manifestants, remet en question les fondements même de l'État indien. C'est l'idée de base de l'Inde, défendre la laïcité. Cette loi est contre le principe même de l'Inde, donc nous demandons son retrait. Ce combat n'est pas seulement pour les musulmans. Ce gouvernement joue avec les lois du pays. Il joue avec l'histoire. C'est pourquoi c'est notre devoir de manifester. À Delhi, devant l'université musulmane, les manifestations ont dégénéré dimanche. Des heurts ont éclaté avec la police. Depuis le début du mouvement, 6 personnes ont perdu la vie. Le Premier ministre indien a réagi sur Twitter, appelant à la paix et à l'unité. C'est pourtant sa politique qui est mise en cause. Hindouiste très pratiquant, il est accusé depuis son accession au pouvoir en 2014 de vouloir marginaliser la communauté musulmane et d'instrumentaliser la peur d'un remplacement démographique des hindouistes au profit des musulmans. L'Inde compte près d'1,3 milliard d'habitants, dont plus de 170 millions de citoyens musulmans, ce qui en fait la première minorité du pays. Que s'est-il passé ailleurs dans le monde ? Voici, comme chaque jour, notre tour d'horizon de l'actualité vue par nos autres rédactions. Los indígenas del sur de México han dado su bendición por aplastante mayoría a la construcción del tren Notre Maya. bureau espagnol revient sur le projet de construction d'un train Maya au Mexique qui vise à relier les sites antiques mayas comme Chichen Itza aux grandes stations balnéaires comme celle de Cancún. Le peuple indigène était appelé à se prononcer ce week-end et il a donné son feu vert à cette ligne ferroviaire de 1500 km malgré les critiques sur le coût du chantier et son impact sur les zones naturelles. Les travaux pourraient
débuter d'ici avril prochain. Mucho más polémica, la que supuso la paralización de la construcción del nuevo aeropuerto internacional. Az 1989-es romániai forradalom áldozataira emlékeztek Temesváron. Notre bureau à Budapest revient sur cette marche au flambeau hier en Roumanie pour commémorer les 30 ans du soulèvement contre le régime de Nicolae Ceausescu. Cette marche a rassemblé de nombreuses personnes dans la ville de Timișoara, le berceau de la révolution roumaine de 1989. Une révolution express puisqu'une semaine plus tard, Nicolae Ceausescu et son épouse étaient fusillés au terme d'un procès sommaire. A forradalom során több mint 1100-an haltak meg. 2020 jährt sich Ludwig van Beethovens Geburtstag zum 250. Mal. Notre bureau allemand revient sur les commémorations autour de Beethoven dont on célèbre en 2020 le 250e anniversaire de la naissance. Beethoven, l'un des plus grands compositeurs de son temps, à qui l'on doit notamment l'Aude à la joie, devenue l'hymne officiel de l'Union européenne. Divers événements sont organisés en Allemagne durant ces commémorations qui vont s'étaler sur un an, notamment à Bonn, sa ville natale. Mit Konzerten, Ausstellungen und Theaterstücken gefeiert. Un mot de sport avec le tirage au sort de la Ligue des Champions. Liverpool, le tenant du titre, affrontera l'Atlético Madrid. À suivre également deux très belles affiches, Real Madrid, Manchester City et Chelsea Bayern. Du côté des clubs français, le PSG hérite du Borussia Dortmund et Lyon de la Juventus de Turin. Rendez-vous le 18 février pour les premiers matchs. À Los Angeles, projection très attendue ce soir de la première mondiale du 9e épisode de Star Wars, le titre L'Ascension de Skywalker. Retour sur cette success story, véritable empire financier. Annelise Fantini. La sortie de l'Ascension de Skywalker met un point final à la saga Star Wars. Un 9e épisode pour cette épopée cinématographique hors norme qui a débuté il y a plus de 4 décennies. C'est en 1977 qu'un nouvel espoir fait ses premiers pas dans les salles obscures. George Lucas signe alors un premier opus qui va non seulement révolutionner le monde du cinéma, mais aussi bâtir un modèle économique à part entière qui deviendra un empire. Le réalisateur crée un univers singulier, synonyme de blockbusters. Mais pour apaiser les craintes des producteurs, en cas d'échec au box-office, il propose une option audacieuse. Troquer sa rémunération de $500 000 en échange des droits sur les produits dérivés et de la licence Star Wars. Un pari qui lui permettra de se constituer une véritable fortune. Car avec ses trilogies et sa galerie de personnages, George Lucas parvient à tirer davantage de bénéfices en provenance du merchandising que des recettes en salle. La franchise a gagné aussi bien le rayon BD que les jeux vidéo ou les parcs d'attractions qui ont repris cet univers de fiction. Les 6 premiers films ont rapporté près de $20 milliards issus des produits dérivés. Après avoir englouti Pixar et Marvel Studios, Disney débourse plus de $4 milliards en 2012 pour racheter les droits détenus par George Lucas et mettre la main sur cette manne financière. Un investissement de choix dans cette franchise que le Guinness a sacré comme la plus rentable de la planète et dont la valeur était estimée à près de $65 milliards l'an dernier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à demain.